Depuis son entrée à l'université, Peter a de plus en plus de mal à concilier sa vie privée et son activité super-héroïque. Il faut dire que les super-vilains ne cessent de revenir à la charge, ce qui contraint Peter à négliger ses études ainsi que ses proches. Un jour, après avoir secouru des commerçants victimes d'un braquage, le tisseur se rend compte que ces derniers sont plus effrayés par lui que par les malfrats qu'il vient d'entoiler. Quelque peu déçu que son intervention ne soit pas saluée par des remerciements, Peter, la mine renfrognée, retourne à son appartement qu'il partage avec Harry Osborn. À peine arrivé, ce dernier l'avertit que Tante May a fait un nouveau malaise. Fou d'inquiétude, Peter fonce à Forest Hills pour aller au chevet de sa tante. Même si le malaise de cette dernière a été pris à temps, Peter s'en veut d'avoir préféré se battre pour des gens qui ont peur de lui plutôt que d'avoir été disponible lorsque Tante May avait besoin de lui. Obsédé par ces sombres pensées, Peter s'avère incapable de réviser son partiel du lendemain. À l'issue de son examen raté, le professeur Warren passe un savon à Peter, lui reprochant son manque d'implication dans son travail. Broyant du noir après autant de déconvenues, Peter en vient même à décliner l'invitation de Gwen à sa petite fête, laquelle prend très mal le refus du jeune homme. Rentré chez lui, Peter allume son téléviseur pour se détendre. Mais il tombe sur un programme produit par J. Jonah Jameson, dans lequel ce dernier déverse toute sa haine envers Spider-Man, le traitant de danger public et de malade mental. Certainement à cause des derniers événements, les propos du journaliste aigri ont un impact sur Peter, qui commence à se demander s'il est effectivement sain d'esprit. Alors qu'une pluie battante s'abat sur New York, Peter sort de son appartement afin de faire le point sur sa vie. Mais plus le jeune homme y réfléchit, plus il se dit que Jameson a raison. Désireux de reprendre le contrôle de sa vie, Peter prend alors une décision radicale. Il abandonne son costume dans une poubelle et rentre chez lui, sans se retourner. Spider-Man n'est plus. Les semaines qui suivent, Peter vit un rêve éveillé. Ayant beaucoup plus de temps pour lui, il parvient à remonter sa moyenne tout en prenant soin de Tante May. Beaucoup plus présent pour ses amis, il se rapproche de Gwen, laquelle se montre d'ailleurs de plus en plus sensible à son charme. Et tandis que Peter voit la vie en rose, J. Jonah Jameson, qui a récupéré le costume abandonné de Spider-Man, exhibe fièrement son trophée à la télévision, multipliant par la même occasion les ventes de son journal. La pègre, quant à elle, se réorganise sous l'égide d'un nouveau chef, le Caïd. Frederick Foswell, journaliste au Daily Bugle et ancien baron du crime repenti plus connu sous le pseudonyme de Big Man, replonge alors dans l'illégalité en devenant le bras droit de Wilson Fisk. S'ensuit alors une vague de crimes sans précédent, les criminels n'ayant plus à redouter l'intervention intempestive de Spider-Man. Ignorant ce qui se trame dans le milieu, Peter continue de prendre soin de sa tante May. Mais cette dernière lui fait bientôt comprendre qu'il n'a pas besoin d'être constamment à son chevet et qu'elle est parfaitement capable de s'autogérer toute seule. Sur le chemin qui le conduit à son appartement, Peter aperçoit des malfrats prêts à jeter un gardien d'immeuble dans le vide. Sans réfléchir une seule seconde, Peter grimpe au sommet de l'immeuble et assomme les deux affreux avant que ces derniers n'aient eu le temps de le dévisager. Se sentant coupable d'avoir replongé à la première occasion, Peter erre sur les docks, tentant de remettre de l'ordre dans ses idées. Quelque chose en effet le taraude, quelque chose qu'il a perdu de vue quand il a renoncé à être Spider-Man. En songeant au gardien qu'il vient de secourir, Peter fait le rapprochement avec son oncle Ben, assassiné par un voleur que Spider-Man avait refusé d'appréhender. Se remémorant alors la raison profonde pour laquelle il avait autrefois embrassé la carrière super-héroïque, Peter fait alors le serment de ne plus jamais se défiler face à ses responsabilités. Le lendemain, à l'aube, une silhouette silencieuse escalade la façade du Daily Bugle. Peter pénètre dans le bureau de J. Jonah Jameson, où ce dernier conserve, tel une relique, le costume de son pire ennemi. Quand Jameson ouvre la porte,
il a la désagréable surprise de tomber sur un Spider-Man bien portant et plus cabotin que jamais. Laissant l'éditeur du journal tout à sa colère et à sa frustration, Spider-Man se jette dans le vide, impatient de reprendre sa croisade contre le crime. Il ne tarde d'ailleurs pas à interférer avec les plans du caïd, en envoyant plusieurs de ses hommes derrière les barreaux. Mais Wilson Fisk a d'autres problèmes à régler. Jameson, à travers ses articles, semble prêt à dévoiler la vérité à son égard. Il fait donc enlever le propriétaire du Daily Bugle afin de le supprimer en toute discrétion. Cette décision a pour effet de secouer Frederick Foswell, qui a beaucoup d'estime pour son ancien patron depuis que ce dernier a accepté de le réembaucher malgré son passé criminel. Sur ces entrefaits, Spider-Man, qui avait collé un traceur sur l'un des sbires du caïd, débarque au QG de ce dernier. Après s'être facilement débarrassé du menu fretin, le tisseur se lance à l'assaut de Fisk. Mais ce dernier, beaucoup plus agile et fort que ne laisserait supposer sa corpulence, parvient à tenir tête à l'araignée avant de l'anesthésier à l'aide d'un gaz sortant de son épingle à cravate. À la merci du caïd, Spider-Man et Jameson sont conduits dans un caisson destiné à être rempli d'eau pour les noyer. Alors que l'eau commence à monter, Spider-Man reprend ses esprits et à l'aide de ses lance-toiles, constitue une bulle d'air géante afin de permettre à Jameson et à lui de respirer. Quand les sbires du caïd entrent dans le caisson pour vérifier la mort de leurs prisonniers, ils sont sèchement accueillis par un Spider-Man au sommet de sa forme. Et tandis que Jameson prend la fuite afin d'aller chercher la police, Spider-Man part à la recherche du caïd. Cependant, dans le bureau de Fisk, lui et Foswell ont une vive dispute. Ce dernier reproche en effet au caïd le meurtre de sang-froid de Jameson. Voyant que son bras droit est prêt à retourner sa veste, Fisk s'apprête à l'étrangler quand tout à coup, Spider-Man surgit pour disputer son match retour. Comprenant que Jameson est lui aussi en vie, Foswell profite que le caïd et Spider-Man soient bien occupés à se battre pour se saisir d'une arme à feu et partir à la rescousse de son ancien employeur. Le combat entre le tisseur et Fisk fait rage. Mais privé de son épingle à cravate et de l'effet de surprise, le parrain du crime comprend qu'il serait beaucoup plus sage pour lui de fuir. Il emprunte alors un passage secret derrière sa bibliothèque, bien évidemment piégé pour décourager d'éventuels poursuivants. Au même moment, Jameson, complètement paniqué, s'est perdu dans le sous-sol du caïd. Il tombe alors sur deux hommes de main, bien décidés à le supprimer. C'est alors que Foswell débarque et, dans un élan héroïque, utilise son corps comme bouclier pour protéger Jameson des tirs. Alerté par les coups de feu, Spider-Man a tôt fait d'assommer les deux lascars. Mais il est malheureusement trop tard pour Foswell, qui succombe à ses blessures. Ému par le sacrifice de son ancien protégé, Jameson s'élance dans l'écriture d'un article vantant les mérites de Frederick Foswell, ainsi que d'un autre dénonçant Spider-Man, le danger public bien évidemment. Mais Peter n'en a cure. Il sait que son intervention a permis l'arrestation de plusieurs malfrats ainsi que la chute du caïd. Et pour lui, désormais, c'est bien tout ce qui importe.